Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. Les cheminots de nouveau dans la rue aujourd'hui pour mettre la pression sur le gouvernement, alors que Matignon recevra les syndicats lundi pour notamment évoquer avec eux la reprise progressive de la dette de la SNCF. La France dit son refus face à la baisse annoncée du budget de la politique agricole commune, la PAC, prévue pour la période 2021-2027 par la Commission européenne. Les négociations doivent désormais commencer, alors que dans le même temps, la France devrait pouvoir sortir de la procédure européenne pour déficit excessif 10 ans après y être entrée. Les services de santé au bord de l'explosion, c'est le propos choc du président du Conseil de l'Ordre des médecins, Patrick Bouet, qui réclame un sursaut et une approche moins financière. Il sera sur notre plateau pour en débattre avec nos invités. Et tout au long de cette émission, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Quentin Calmet est dans le Cher, Clément Perrault dans la manifestation des cheminots et Tam Tranui en duplex depuis la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. La suppression de l'exit tax annoncée par Emmanuel Macron déclenche la polémique. Cet impôt, créé sous Nicolas Sarkozy, vise à taxer ceux qui quittent le territoire national avec plus de 800 000 euros d'actions ou plus de la moitié du capital d'une entreprise. Objectif, lever un frein pour les entrepreneurs selon la majorité, mais pour l'opposition, c'est un nouveau cadeau aux plus riches. Stéphane Amalian. Il l'a annoncé dans les colonnes du magazine Forbes. Emmanuel Macron souhaite mettre un terme à l'exit tax, un impôt payé par les entrepreneurs lorsqu'ils cèdent leur société après avoir quitté la France. Initiée par Nicolas Sarkozy, elle avait pour but de lutter contre l'exil fiscal. Mais pour le chef de l'État, cet impôt dissuade les jeunes entrepreneurs d'investir en France et ne rapporte pas assez à l'État. Elle a rapporté depuis 2011 70 millions d'euros. Elle n'a pas empêché d'avoir moins de départs, parce que c'était l'objectif. C'est-à-dire quand vous prenez un texte, une taxe en l'occurrence, mais ça peut être le cas pour des lois, l'objectif c'est d'avoir moins de départs. Il n'y a pas eu moins de départs. Pour la gauche, au contraire, cet impôt est non seulement un cadeau aux riches, mais aussi une incitation à partir dans des pays comme la Belgique, où l'on ne prélève pas de taxes sur les cessions d'entreprises. Ça va nous coûter beaucoup plus cher en termes de perte de recettes à partir du moment où il n'y aura pas la taxe. Parce que ça veut dire qu'on facilite le départ, comme je vous l'ai dit, notamment en termes d'évasion fiscale. Une entreprise changera son siège social pour payer moins d'impôts, ni vu ni connu. Il faudra aller regarder dans les listings pour savoir quelles sont les entreprises qui ne payent plus d'impôts en France et qui en payaient l'an dernier. Aujourd'hui, beaucoup de Français ont transféré leur domicile fiscal hors de France et ne paieront cet impôt que s'ils cèdent des parts de leur entreprise. 70 millions d'euros ont été collectés en 7 ans, très loin donc des 800 millions d'euros annuels estimés. Et pour une première réaction en salle des conférences du Sénat, nous rejoignons Tam Tranui. Tam, vous êtes avec Philippe Dominati, sénateur Les Républicains de Paris. Oui, Philippe Dominati, vous aviez été à la tête d'une commission d'enquête sur l'évasion fiscale d'ailleurs. Alors que pensez-vous du choix d'Emmanuel Macron de supprimer l'exit tax en 2019 ? C'est une bonne décision, très bonne décision. C'est sans doute une erreur qui avait été faite en 2011. C'était les circonstances, oui, j'y ai participé, donc je le sais. C'est une erreur. Il faut corriger les erreurs du passé. Les circonstances n'étaient pas les mêmes. C'est une bonne chose pour l'attractivité et la compétitivité de la France. Vous avez des collègues de votre camp qui ne sont pas du tout de votre avis. Par exemple, Gilles Carrez estime que cela va concerner les hyper riches. Il accuse Emmanuel Macron d'avoir une oreille beaucoup trop complaisante pour les banquiers d'affaires. Gilles Carrez est quelqu'un de talent. Malheureusement, très souvent, son imagination créatrice permet de faire des taxes nouvelles. C'est ce qui a rompu le lien entre les entrepreneurs et la droite par le passé, et j'espère qu'on va pas dans l'avenir recommencer ce genre d'erreur. Donc pour vous, un total point d'accord avec le gouvernement actuel, et sur la forme, l'annoncer au magazine Forbes, alors que la contestation sociale règne en France, est-ce que ça ne pose pas un problème de communication ? C'était un problème international qui concerne des entrepreneurs, des gens qui ont envie d'investir. Il faut que la France soit au même niveau que les autres pays développés. Et donc, c'était pas anormal que ça soit fait d'une manière à l'occasion d'un voyage dans un pays développé, la première puissance économique du monde. C'est plutôt un bon signe. On voit donc là que c'est une mesure sur laquelle Emmanuel Macron va plaire à toute une partie des Républicains.
Écoutez, lorsqu'il y a de bonnes mesures, on ne va pas critiquer pour le plaisir de critiquer. On est dans l'opposition constructive. Moi, j'attends d'autres efforts dans la réduction du déficit, dans la baisse de la fiscalité. Il y a beaucoup d'annonces, mais elles sont quand même marginales. Là, on parle d'un impôt qui rapporte 15 à 20 millions d'euros par an, qui est peut-être plus compliqué à recouvrir que... Voilà, l'un des problèmes de cet impôt, c'est qu'il n'était pas efficace. Il coûtait plus cher qu'il ne rapportait. Voilà, il était très inefficace, il n'a pas rapporté grand-chose et il donnait une mauvaise image. Donc il avait vraiment tout faux. Pour vous, il n'a jamais permis de lutter justement contre l'évasion fiscale, non, je crois que fiscal, non, il n'était pas efficace. Et justement, c'était un signal qui était à mi-chemin, un peu ambigu, dans une période préélectorale en 2011. On voulait donner à la fois le sentiment de faire quelque chose, en étant pas trop pénalisant pour ceux que cela concernait. Et finalement, c'était une mauvaise chose. Je voudrais également vous faire réagir à ces propos qu'a eu Xavier Bertrand, ex-LR, sur Emmanuel Macron. Il a jugé qu'il y avait une tentation thatchérienne chez Emmanuel Macron. Alors peut-être que pour vous, ce serait quelque chose de positif ? Sur le plan économique, oui. Thatcher n'a pas été... ça a été plutôt un bon gouvernement pour l'économie libérale et pour le redressement économique de l'Angleterre après une longue période où il y avait les travaillistes. Alors si c'est Thatcher dans ce sens-là, c'est plutôt une bonne chose. Bien, merci beaucoup Philippe Dominati d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci Tam. Suite aujourd'hui de la délocalisation de Matignon dans le département du Cher, le Premier ministre et ses services continuent leur visite à Bourges et ses environs avec comme thème l'économie en milieu rural et périurbain. Le Premier ministre a notamment répondu aux questions de notre envoyé spécial Quentin Calmet sur comment les territoires peuvent bénéficier de la reprise économique. On l'écoute. Nous sommes dans le Cher, qui est un territoire rural, c'est vrai, mais qui n'est pas qu'un territoire rural. C'est aussi un territoire très industriel, dans lequel il y a un tissu industriel exceptionnel, avec beaucoup d'innovation, avec une très grande qualité dans la production. Et je ne voudrais pas que, parce que effectivement le Cher est un territoire rural, on oublie cet aspect-là, parce qu'il compte, et il compte pour beaucoup dans la création de richesses, dans le développement du territoire. Donc oui, la croissance repart, je m'en félicite, tout le monde peut s'en féliciter. Cela produit des effets, tout le monde a constaté que le chômage diminuait. Je constate, et après tout c'est comme ça, que quand le chômage diminue, on considère que c'est normal, alors que quand il augmente, tout le monde s'en offusque. Très bien, le chômage diminue en ce moment, c'est plutôt une bonne chose et il faut s'en réjouir. La croissance repart, les investissements repartent, l'attractivité du pays s'accroît, c'est une bonne nouvelle, ça n'est pas fini. Il serait fou de s'en féliciter, car il reste encore beaucoup de travail. Et on retrouve maintenant sur place notre envoyé spécial Quentin Calmet qui suit pour nous cette délocalisation de Matignon dans le département du Cher. Alors Quentin, deuxième jour de visite du Premier ministre avec un programme chargé et diversifié. Oui, tout à fait, Jérôme. Après l'agriculture, le tourisme et les maisons de santé, place aujourd'hui à d'autres sujets concernants pour ce deuxième jour de délocalisation de Matignon dans le Cher. Ce matin, Édouard Philippe était ainsi auprès d'éducateurs sportifs. Ce midi, avec des start-upers. L'idée, selon Matignon, c'est de casser l'image négative des territoires en mettant en avant les filières d'excellence du département. Et c'est le sens de la déclaration que vous venez d'entendre. À chaque fois, et comme hier, pas de nouvelles annonces, aucune nouvelle promesse, mais des échanges et une image d'écoute d'un Premier ministre qui veut montrer qu'il est en phase avec les zones rurales. Les observateurs les plus critiques ne verront dans ce déplacement qu'une grande opération de communication. Mais la question cruciale, je me doute que vous vous en doutez également, Jérôme, c'est celle de la revitalisation des centres-villes. C'est le sujet qui est abordé en ce moment même à Vierzon, derrière moi. Une question qui inquiète nombre d'élus locaux et d'habitants des villes moyennes. Vierzon signe aujourd'hui la première convention de revitalisation. Et c'est un paradoxe. La ville est aujourd'hui complètement à l'arrêt, quadrillée par les CRS et les gendarmes qui veulent empêcher tout débordement dans le cadre de la visite d'Édouard Philippe. Ce matin, une cinquantaine de cheminots de la CGT étaient venus manifester devant un des lieux du déplacement du Premier ministre. Merci Quentin. Et comme vous venez de l'évoquer, le Premier ministre est actuellement à Vierzon pour promouvoir le plan d'action Cœur de Ville, un programme qui vise à redynamiser les centres-villes qui se vident de leurs habitants et de leurs commerces. Vierzon, ancienne cité industrielle et ouvrière, est l'une des 222 villes retenues par le ministère de la Cohésion des Territoires. Reportage sur place signé Marie Brémaud. C'est une sous-préfecture comme il en existe beaucoup d'autres en France. Mais ici, tout semble endormi, éteint, comme ralenti. Vierzon, ville sinistrée. Un constat qui saute aux yeux, y compris pour certains de ses habitants, comme pour Rémi,
50 ans, journaliste et vierzonais depuis toujours. Jeudi matin, 11h30 rue Maréchal Joffre, dans l'hypercentre. C'est la fameuse rue où il y a 48 pas de porte et 32 qui sont vides. C'est la rue qui concentre à elle toute seule tous les maux de la désertification commerciale. Et voilà, donc on va arriver à terme à ce qu'il n'y aura peut-être plus de commerce du tout ici, quoi, ce qui est dramatique. C'était la rue piétonne de Vierzon. En 15 ans, Vierzon a perdu un tiers de ses commerces et en 30 ans, un quart de sa population. Mais le vrai problème au fond pour ces villes, c'est l'emploi. Vierzon, ville au passé ouvrier, aujourd'hui frappée par la désindustrialisation et le chômage. Parce qu'on avait des entreprises qui ont aujourd'hui disparu. On a vécu sur de la métallurgie, on a vécu sur du machinisme agricole, sur de la verrerie, sur de la porcelaine, sur de la confection. Tout ça, ça n'existe plus. Après, on a essayé de rebondir, mais c'est pas facile. L'économie, c'est pas un claquement de doigts et puis une entreprise vient s'installer. Et depuis ici, on n'a pas encore su rebondir. Le taux de chômage avoisine les 13%. Aujourd'hui, tous les espoirs se portent sur le plan de renouvellement urbain. Les premiers coups de pioche ont déjà démarré dans le centre-ville. Et pour prolonger ce sujet, nous retournons à Vierzon où Quentin Calmet a pu interroger pour nous le maire communiste de la ville, Nicolas Sansu. Bonjour Nicolas Sansu, merci de répondre à nos questions. Vous êtes le maire Parti communiste français de Vierzon et c'est vous qui accueillez cet après-midi une délégation de ministres avec Édouard Philippe, le Premier ministre. Vous allez pouvoir comme cela adresser un message au Premier ministre. Quel est-il ce message ? Le message, c'est que les villes petites et moyennes ont beaucoup souffert ces dernières décennies. Elles ont beaucoup souffert à la fois de démographie, de crise industrielle. Pour ce qui est du grand centre de la France, je parle de Vierzon, de Bourges, de Châteauroux, de Montluçon. Et donc il faut retrouver les fonctionnalités de la ville pour permettre le développement, parce que je ne crois pas que la France puisse se contenter de se développer autour de ces métropoles. Donc l'objectif, c'est celui-là. Et puis on attend beaucoup de ce plan Action Cœur de Ville, en espérant que les moyens soient mis en œuvre. Justement, c'est le thème de cet après-midi. La revitalisation des centres-villes, qu'est-ce que ça va donner à Vierzon? Vous êtes parmi les premières villes qui allaient signer comme cela un protocole avec l'État. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que nous allons faire en sorte que la ville retrouve de la force en matière commerciale, en resserrant le parcours marchand, mais en reconquérant des espaces commerciaux aujourd'hui vides. Concrètement, ça veut dire que nous allons reconquérir de l'habitat privé qui aujourd'hui est insalubre ou quasi insalubre, avec des marchands de sommeil qui font florès sur notre ville. Concrètement, ça veut dire que nous allons ouvrir la ville sur tout ce qui fait la ville nouvelle, c'est-à-dire les fonctions de l'eau, puisque nous sommes une ville d'eau, mais aussi toutes les questions patrimoniales et culturelles. En même temps, j'ai envie de vous dire que nous savons que la ville de Vierzon ne se développera que si les services publics d'État sont maintenus. Et ça ne vaut pas que pour le centre-ville, mais il ne faut pas mettre en péril ni l'hôpital, ni le commissariat, ni les formations supérieures, ni la SNCF. Voilà, j'ai envie de dire ça aussi à Édouard Philippe. Est-ce que vous, l'élu communiste, vous saluez ce plan Cœur de Ville aujourd'hui ? Je le salue comme une volonté de cohérence. Je crois que si on signe à Vierzon, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons sur le centre-ville en ayant une volonté de cohérence. Et donc cette cohérence, elle est saluée par tout le monde, par tous les élus de tous bords. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que l'État, qui annonce des moyens sur les centres-villes, en même temps supprime par exemple la maternité ou la chirurgie à Vierzon, parce que c'est une menace, auquel cas ça n'aurait aucun sens. Et je ne pense pas que l'État doit être schizophrène. Une dernière question. On a parlé de ces 3 jours de déplacement dans le Cher comme d'une grande campagne de communication politique de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est votre opinion également? Évidemment qu'il y a un peu de communication, on ne va pas quand même se mettre derrière notre petit doigt. Par contre, si cela peut aider le territoire, ça a du bon. En tout cas pour Vierzon, je fais tout pour que cela ait des bonnes répercussions positives. Eh bien merci. Merci beaucoup monsieur le maire. Merci. Et puis donc vous accueillez cet après-midi le gouvernement ici dans la ville de Vierzon. Merci. Et dans l'actualité sociale, nouvelle journée de mobilisation pour les cheminots. Un rassemblement est actuellement en cours à Paris pour lutter contre le projet de réforme de la SNCF du gouvernement. Et nous partons tout de suite rejoindre Clément Perrault. Clément, vous êtes sur place. Où sont réunis les manifestants, Clément ? Oui, ici, les derniers manifestants viennent d'être dispersés par les CRS qui sont venus nombreux. Vous le voyez derrière moi, il y a plusieurs dizaines de cars de CRS, sans doute, surtout en prévention après les incidents qui ont émaillé les manifestations du 1er mai. En tout cas, tout s'est déroulé dans un calme relatif. Quelques gaz lacrymogènes, quelques fumigènes, mais aucun affrontement direct avec les forces de l'ordre. On est loin des images que l'on a pu voir lors du 1er mai. Ce que je peux vous dire, c'est que la mobilisation a été plutôt décevante pour
pour les cheminots, quelques centaines de personnes rassemblées, un peu plus d'un millier, mais guère plus. Il faut dire que cette journée de mobilisation est un peu coincée justement entre les manifestations du 1er mai et le rassemblement de samedi prochain intitulé La fête à Macron et à l'initiative de la France Insoumise. Du coup, dans ces conditions difficiles de faire le plein, les responsables syndicaux d'ailleurs le reconnaissaient à demi-mot. Cette journée du 3 mai ne rentrera pas dans les annales des mobilisations sociales en France. Je vous propose à ce sujet d'écouter Laurent Brun, c'est le secrétaire général de la CGT Cheminot. On ne craint pas du tout d'essoufflement puisque le chiffre de grévistes, comme je le disais, remonte aujourd'hui. D'ailleurs, vous constaterez que la SNCF ne les publie pas quand ils remontent. Donc vous verrez qu'il y a quelques trous dans les publications. On a un mouvement qui est en dents de scie, c'est lié à la nature de l'action. Et en tout cas, ce qui nous remonte, c'est une grande détermination des cheminots à poursuivre et à aller au bout. Donc non, on ne craint pas l'essoufflement. Voilà, et à noter qu'il y avait avec les cheminots des représentants des syndicats enseignants et étudiants afin de grossir quelque peu les rangs. En tout cas, beaucoup de responsables syndicaux ont déjà à leur agenda le prochain rendez-vous. Ce sera lundi prochain à Matignon. Les syndicats de cheminots seront reçus par Édouard Philippe. Ils attendent de la part du gouvernement des concessions pour faire avancer les négociations. Je vous propose à ce sujet d'écouter François Grassat, c'est le secrétaire général de Force ouvrière cheminot. La réunion, elle sera décisive si le gouvernement recule. C'est-à-dire si le gouvernement retire son projet de loi. Nous, on est toujours sur le même axe, c'est-à-dire que ce projet de loi est néfaste pour les cheminots et pour la population. Pour les usagers, 9000 km de lignes de fermées, arrêt du recrutement au statut, c'est pas acceptable. En même temps, la filialisation du fret, l'ouverture à la concurrence en général. Donc nous, on est pour le retrait du projet de loi. Pour être tout à fait complet, il faut souligner qu'il semble y avoir certaines divisions au sein des syndicats sur la pertinence de cette fameuse grève perlée qui a donc débuté début avril. On voit bien que les usagers commencent à s'y habituer et certains syndicats, notamment Sudrail et Force ouvrière, voudraient revenir à un autre mode d'action, une grève reconductible. Et c'est actuellement en cours de négociation chez les syndicalistes. Merci Clément. Et nous rejoignons maintenant Tam Tranui pour une nouvelle réaction en salle des conférences. Tam, vous êtes avec Jean-François Husson, sénateur Les Républicains de Meurthe-et-Moselle. Jean-François Husson, en cette nouvelle journée de manifestation de cheminots, les violences qui ont marqué le 1er mai sont encore dans toutes les têtes. Alors le groupe Les Républicains ça va déposer une proposition de loi anti-casseurs. Quel est son objectif ? L'objectif, d'abord, il est d'essayer de répondre à ce déchaînement de violence, de casseurs, finalement des ultras qui ont pour première ambition, venant d'ailleurs de France et dans un mouvement qui est aujourd'hui une espèce d'international de la violence, et pour lequel il s'agirait de casser du flic et de mettre à mal l'autorité. Mais y a-t-il besoin d'une loi pour ça ? Est-ce que la justice n'a pas déjà tous les outils pour arrêter les casseurs aujourd'hui ? Manifestement non. Aujourd'hui, moi je suis comme vous, j'ai pas pour principe de vouloir légiférer à tout bout de champ, mais on s'aperçoit aujourd'hui finalement en décomposant un peu, en analysant les mouvements qui se sont passés au vu et au su de tout le monde, avec finalement une forme de provocation de ces hooligans de toutes sortes qu'on retrouve parfois d'ailleurs sur les stades. Ce déchaînement de violence aujourd'hui n'est pas acceptable et malheureusement, les textes, la justice sont aujourd'hui démunis par rapport à ces personnes qui s'introduisent et finalement peuvent être libérées même lorsque on a la conviction et la certitude qu'ils ont commis de tels actes de violence. L'objectif, c'est de pouvoir les punir plus sévèrement ? D'abord, je pense qu'il y a deux objectifs. Le premier, c'est une fois qu'on a restauré l'autorité, c'est surtout aussi et d'abord de faire en sorte que par des dispositifs, certainement qu'il va falloir introduire dans la loi, on puisse les empêcher de pénétrer dans ces manifestations. Ces dispositifs, ils existent pour des manifestations sportives ou des grandes manifestations. Je crois que la première... Une dimension préventive. Mais bien sûr, évidemment. Il en est de la violence comme du reste. Il faut d'abord prévenir et empêcher ces actes qui sont des actes absolument inadmissibles aujourd'hui, que les Français ne peuvent pas supporter. Dans le contexte qu'ils connaissent aujourd'hui, de difficultés, de volonté de participer ensemble au redressement du pays, c'est inacceptable. Et puis, pour l'image de la France, c'est une véritable dégradation. Quand le président de la République, Emmanuel Macron,
quelques heures avant à peine, disait « je ne vais pas regarder la télévision pour commenter l'actualité », parole après coup malheureuse. Eh bien, évidemment, moi, devant ma télévision, j'ai vu ce déchaînement de violence qui, pour moi, est complètement insupportable lorsque on s'aperçoit que les forces de l'ordre ne peuvent intervenir tout de suite au risque d'embraser et que ça se termine par d'autres actes de violence, voire des blessés ou des morts. Il y a d'autres initiatives également au Sénat. Eliane Assassi a demandé à Philippe Bas, le président de la Commission des lois, une audition urgente du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Doit-il s'exprimer le plus vite possible devant la représentation nationale? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, que les ministres, que l'exécutif dialogue, s'explique avec les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat est pour moi une évidence. Le pouvoir ne peut se couper de ses forces vives et notamment de ses représentants des deux chambres. Les élus ont besoin d'être aux côtés du gouvernement, aux côtés des élus locaux, aux côtés des Français. Il ne faut donc pas craindre l'explication, il faut au contraire affronter, je dirais avec, je l'espère, une certaine sérénité, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la communication du gouvernement a cafouillé dans les heures qui ont suivi ces manifestations d'un déchaînement de violence inouïe. Alors sur le fond, aujourd'hui se tient donc une nouvelle journée de manifestation de cheminots. Que pensez-vous de ce mouvement social qui se poursuit, même si ce n'est plus la mobilisation des débuts? On sent qu'il y a, d'abord c'est une liberté qu'il faut respecter, et puis on sent manifestement un essoufflement. Un essoufflement dans l'opinion, un essoufflement même des troupes. Il faut cependant se méfier du ressac que l'on peut constater, parce qu'il faut vraiment prendre en compte un certain nombre des expressions qui viennent de ces travailleurs et même de l'opinion. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver le lien pour sortir par le haut. Il faut humilier personne. Il ne faut humilier personne aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam. La mobilisation contre la réforme de la SNCF, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Fanny Arav, bonjour. Vous êtes économiste et administratrice UNSA Ferroviaire. De l'autre côté de la table, Bruno Poncet, bonjour. Secrétaire fédéral Sudrail. Face à vous, Frédéric Marchand, sénateur La République En Marche du Nord. Bienvenue sur le plateau. Et enfin, j'accueille Gilles Dansard, bonjour. Bonjour. Journaliste, rédacteur en chef du site Mobilettre, spécialiste du transport. Alors, on l'a vu, cette mobilisation, elle a réuni 1 millier de personnes, ça ne restera pas dans les annales de la mobilisation. Aujourd'hui, Fanny Arav, est-ce qu'il y a moins de mobilisation? On rentre dans le 2e mois de mobilisation des cheminots. Est-ce que vous sentez une diminution de la mobilisation? Non, dans le fond, je crois qu'on est toujours sur une lame de fond assez constante. Après, il y a des crêtes qui sont plus ou moins hautes suivant les périodes, les périodicités. C'est lié effectivement à certains congés ou des ponts ou autres, etc. Mais on voit qu'on est sur une lame de fond qui est constante et avec des effets de crête qui peuvent effectivement varier. Mais on se rend compte par les soutiens, par les mails, par les chiffres aussi, et d'autres informations qu'on essaie de compléter pour avoir une vision peut-être un petit peu plus sur la journée, parce que les chiffres sont donnés à midi, donc c'est intéressant d'avoir une vision peut-être un peu plus complète. Que non, il y a quand même une constante, il y a une vraie constante, et on le voit d'ailleurs dans les trains qui ne circulent pas, que ce soit à l'affichage, mais aussi dans la réalité. Bruno Poncet, est-ce que les usagers finalement se sont pas habitués? Vous n'étiez pas forcément favorable à Sudrail, à une grève perlée, comme on l'a appelé. Vous préférez un mouvement de grève dur, tous les jours, grève reconductible? Oui, nous, on pensait que ça aurait été le meilleur levier pour avoir un moyen de pression sur ce gouvernement pour éviter d'avoir cette réforme à ce niveau. Mais les assemblées générales ont décidé autrement. Moi, je dirais tant mieux ou tant pis, mais en attendant, vous dites qu'il y avait 1000 personnes. Moi, j'étais sur l'estrade tout à l'heure, j'ai vu un peu plus de monde. Et je trouve que pour une manifestation parisienne, c'était quand même pas mal. Et comme vient de vous dire Fanny, il y a quand même une base qui est importante. Nous, on pense qu'on est quand même plus près des 30% de grévistes quand on voit le nombre de trains qui roulent. Après, il y a une population cheminote qui peine à se mettre en grève parce que l'entreprise fait tout pour qu'elle n'y aille pas. C'est les cadres, c'est l'encadrement parce qu'on leur fait des moyens de pression. Moi, j'ai des collègues à qui on a dit tu te mets en grève, tu veux que je m'occupe de ta carrière plus tard. Enfin, ce genre de termes, on entend. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué d'emmener tout le monde, mais nous, on sait que le soutien est important. Et on a bien vu aussi le syndicat national des cadres supérieurs aussi appelé à critiquer cette réforme qui, pour lui, n'est pas juste. Et si lui le dit, alors dans ce cas-là, je pense que tout le monde a raison. Là. Frédéric Marchand, face au gouvernement que vous soutenez, vous êtes sénateur La République En Marche, on voit
C'est un des rares cas, la SNCF, où il y a un front syndical uni. Tous les syndicats sont opposés à cette réforme et pourtant le gouvernement ne semble pas céder d'un pouce. Le gouvernement ne semble pas céder un pouce, le gouvernement effectivement avance, le gouvernement concerte. Il suffit de regarder le nombre de réunions qui ont été organisées à l'initiative de la ministre. Le Premier ministre va recevoir les organisations syndicales le 7 mai. Le processus va se poursuivre au Sénat avec le passage du texte à partir du 23 mai en commission et le 29 en séance, avec une volonté effectivement de réformer le service public ferroviaire. Gilles Donsart, l'enjeu de la mobilisation, tenir dans la durée, c'est toujours ça dans les contextes de mobilisation, notamment à la SNCF. L'enjeu, c'est combien de temps finalement vont pouvoir tenir les manifestants ? Oui, mais au-delà de l'enjeu de tenir, c'est surtout une question de fond. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas appeler ça un vrai dialogue jusqu'à maintenant entre des organisations syndicales et un gouvernement qui sont sur des positions diamétralement opposées. Donc le gouvernement tient bon sur l'essentiel de sa réforme. Les organisations syndicales ont obtenu des choses, notamment sur les conditions d'ouverture à la concurrence, mais considèrent que le gouvernement n'a pas de son côté annoncé des choses suffisantes de sa propre responsabilité, c'est-à-dire notamment sur la dette et les aides à l'infrastructure. Donc pour l'instant, on est encore dans un rapport de force, mais qui est totalement inédit, parce que la forme de la grève est inédite. Donc tous les jours, on apprend un peu plus de la façon dont on peut avancer dans une confrontation, dans un dialogue, avec cette grève inédite face à une stratégie gouvernementale qui, elle aussi, est inédite, faite de dialogue, d'ordonnances. Donc tout ça est inédit. Donc jour après jour, en observant la situation, on s'aperçoit que c'est très difficile d'avoir des pronostics ou d'avoir une évaluation de la façon dont les choses vont se passer. Donc effectivement, les jours qui viennent, le 7 et les suivants, seront riches d'enseignements. Bon, avant de vous redonner la parole à tous, on va retourner dans la manifestation parisienne. Elle est en train de se terminer, mais Clément Perrault, notre envoyé spécial, a pu interroger sur place Didier Aubert, le secrétaire général CFDT cheminot, puisque je vous ai dit, même la CFDT est présente dans ce mouvement syndical. Oui, je suis avec Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT cheminot. Monsieur, bonjour. On ne voit pas énormément de monde pour l'instant à ce rassemblement. Est-ce que la mobilisation est en train de s'essouffler? Non, je ne crois pas. Bon, aujourd'hui, on voulait un rassemblement symbolique pour rappeler effectivement que ce mouvement qui rentre dans un cycle classique de mobilisation fait qu'effectivement, on essaye de faire un peu d'animation et surtout entretenir des contacts avec la presse, des contacts avec des militants qui souhaiteraient avoir des informations supplémentaires. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas d'avoir un rassemblement massif, mais globalement de pouvoir faire le point, d'échanger et de rencontrer nos collègues artistes qui vont sympathiquement nous remettre symboliquement le chèque de soutien de la cagnotte qui s'élève à plus d'1 million d'euros. Et je crois que ça valait le coup d'être là et en plus on a le beau temps, donc c'est fantastique. Tout de même, on a l'impression que la mobilisation s'essouffle aussi au niveau des grévistes. Le pourcentage est quand même moins nombreux sur les derniers jours de grève. Bon, alors il est vrai que dans cette période où on sort d'une période de vacances, il y a une période de pont, où effectivement peut-être que les gens ont besoin de souffler un petit peu dans un contexte où c'est quand même un rythme qui est assez soutenu, surtout au niveau des militants, puisque chaque fois, nouveau préavis de grève, redistribution, remobilisation, et que derrière ça, effectivement, on peut penser qu'aujourd'hui, les gens sont en observation de la réunion de lundi au niveau de Matignon et que derrière ça, ça sera un cap important, soit pour relancer le conflit, soit éventuellement pour entamer une deuxième période qui pourrait être une période de négociation sur le fond des dossiers. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette rencontre avec Édouard Philippe à Matignon lundi prochain? C'est un moment décisif pour vous? Je crois que oui, nous sommes à mi-chemin dans cette réforme, c'est-à-dire que toutes les mauvaises nouvelles ont été annoncées, hein, toutes les mesures sociales qui vont dans le mauvais sens concernant les cheminots et l'entreprise ont été annoncées, alors que celles sur le financement des infrastructures ferroviaires, sur la dette, sur un meilleur fonctionnement du système ferroviaire, pour le coup, on ne voit rien. Donc on espère vraiment que lundi, on redéfinisse une méthode, qu'on puisse redéfinir ce qu'on veut comme ferroviaire dans ce pays. Lors des manifestations du 1er mai, on a pu voir certains incidents dans les cortèges. Est-ce que vous condamnez fermement ces violences? On ne peut pas soutenir le fait qu'il y ait de la casse. Et que, clairement,
effectivement, ce n'est pas dans notre état d'esprit, ni de casser, ni d'avoir des boucs émissaires, et notamment la violence n'est pas notre motivation. Et que derrière ça, effectivement, on peut comprendre des mécontentements, on peut comprendre une forme de radicalité, mais pas celle-là, et on ne peut pas soutenir ça. Merci Monsieur Aubert. Alors, on a entendu Didier Aubert, il évoque ce rendez-vous de lundi. Fanny Arave, l'UNSA sera la première organisation syndicale à ouvrir le bal. Dès 8h du matin, lundi, vous serez à Matignon. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Un changement de ton, de méthode? On n'attend pas un changement radical. On serait très surpris si on annonçait un abandon de la réforme. Mais on espère qu'il y ait en tout cas une véritable écoute et qu'il y ait un changement de ton, en tout cas. D'une tonalité, d'une couleur nouvelle, où on nous montre un petit peu que les organisations syndicales, mais aussi le reste de la communauté du ferroviaire, d'ailleurs, soient un peu mieux entendus dans les questions qui ont été posées, dans les demandes de précision, dans les demandes d'amélioration, dans les demandes d'avoir une véritable écoute, qui est la notion de vrai dialogue, le CA2. Et on a été quand même très surprise par les annonces qui ont été faites, notamment sur la fin du statut 1er janvier 2020, qu'on a reçu par la presse. Donc ça dénote quand même une qualité de dialogue social peut-être un petit peu améliorée. Donc probablement c'est là-dessus sur lequel on sera très très attentif. C'est quel tournant, quelle ouverture d'esprit sera fait preuve lors de cette journée. Frédéric Marchand, est-ce que le gouvernement n'a pas manqué de pédagogie avec les syndicats? On voit les syndicats réformistes, l'UNSA, la CFDT, disent mais on n'est même pas entendu, il n'y a rien à discuter. Est-ce que lundi, le chef du gouvernement, Édouard Philippe, reprend la main? Il faut peut-être ouvrir des vraies négociations. En tout cas, selon les syndicats, il n'y en a pas eu. Quand vous dites que le Premier ministre reprend la main, je pense que c'est un véritable travail d'équipe, avec une ministre des Transports qui fait son travail, et un Premier ministre qui, effectivement, est aux commandes s'agissant d'un dossier qui est extraordinairement important. Mais moi, j'insiste sur la notion de travail d'équipe. Après, sur la pédagogie, ça fait aussi partie de ces choses, comme on a dit, comme là aussi, quand on parle du bashing par rapport aux cheminots. Non, moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille utiliser ces poncifs. Je pense qu'il faut se poser les vraies questions sur la nécessité d'une réforme ferroviaire. Et puis, sur l'écoute, sur la pédagogie, moi j'ai assisté à la dernière restitution organisée par la ministre des Transports en matière de services publics ferroviaires, où étaient tous les acteurs du ferroviaire. Ils étaient tous autour de la table. Il manquait que les organisations syndicales. Alors moi je suis un peu surpris, je sais qu'elle n'avait pas voulu y aller, mais je suis un peu surpris parce que pour le coup, on a eu 2 heures de discussion et d'échanges très intéressants avec tous les acteurs du ferroviaire, qui avaient le sentiment d'avoir été écoutés, si pas forcément entendus, tout au moins écoutés. Et j'avoue que l'absence des organisations syndicales qui remettent tout aujourd'hui entre les mains du Premier ministre m'a un peu surprise là aussi en termes de méthode. Bruno Poncet, comme les autres organisations syndicales, Sud Rail refuse désormais de discuter avec Elisabeth Borne. C'est au chef de gouvernement de trancher avec vous. Je peux comprendre M. Marchand qui était surpris parce qu'il n'a pas assisté à ces 2 mois de balade dans les couloirs pour rien. Il faut dire la vérité. Nous, on est quand même été encore plus surpris par la méthode du gouvernement. C'est-à-dire que nous, on était au ministère, on a pris le parti, toutes les organisations syndicales, de y aller, d'entendre ce qu'on avait à nous dire. Et nous, on pensait réellement avoir peut-être des pistes ou des leviers de négociation. On n'a rien eu. Et à chaque fois qu'il y avait une annonce, elle se faisait dans la presse et brutalement. Donc, à un moment donné, nous, on s'est dit, pourquoi on continuera à y aller alors qu'on nous trimballe depuis plusieurs semaines et qu'à un moment donné, nous, on ne voit rien venir. Je comprends, M. Marchand, que ça surpris, mais je le garantis, et Fanny pourrait vous le dire, parce qu'elle avait fait aussi des réunions là-bas. À un moment donné, on ne peut pas être pris non plus pour ce qu'on n'est pas. Et nous, on s'est dit qu'il était temps de siffler la fin de la récréation parce que ce n'était pas possible. Et on voyait bien que celui qui faisait les annonces, c'était M. Philippe ou M. Macron même. Donc on s'est dit, on va demander aux responsables, à celui qui fait les annonces, à celui qui parle, à celui qui a pris le dossier en main. J'ai bien reconnu là la finesse de M. Marchand de défendre Mme Borne, mais vous savez, nous, pendant 2 mois, on est tombé face à un mur et à chaque fois qu'on posait des questions, c'était un peu compliqué d'avoir des réponses. On n'en a jamais eu. Donc nous, on est contents aujourd'hui de passer à une autre étape, certainement d'aller voir le Premier ministre parce que c'est lui qui fait les annonces. C'est pas pour nous une victoire, pour nous c'est certainement le premier pas pour réellement avoir des négociations. Et puis nous on espère vraiment que derrière on va être un petit peu entendu, comme vous disiez Fanny, parce que nous ça fait quand même 2 mois qu'on est là-dedans et qu'on n'a jamais été écouté. Alors le rendez-vous de lundi, il est décisif à Matignon, puisque avec un enjeu de taille au cœur de la réforme du gouvernement, c'est la reprise de la dette de la SNCF. Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter sur ce sujet Philippe Martinez, le patron de la CGT, interrogé sur notre antenne ce matin. La dette, elle est due à des décisions de l'État. Le programme LGV, c'est-à-dire les lignes à grande vitesse, depuis 30 ans, il a coûté plus de 100 milliards d'euros. Ça, c'est des décisions du gouvernement, au détriment d'ailleurs des petites lignes.
Donc la dette, elle est essentiellement due à ça. Et quand on vous dit qu'il y aura une reprise progressive de la dette, ça ne veut rien dire, ça. Vous êtes convaincu ou pas? Quand? Combien? Quand? Combien? Est-ce que c'est au détriment Donc ça, c'est le début de la négociation du 7 mai, c'est ça? C'est rentrer dans le détail de la dette? C'est une question, le statut de l'entreprise. Changer le statut de l'entreprise en nous disant mais ça ne change rien. Bon, alors pourquoi changer si ça ne change rien? Nous disons changer le statut d'entreprise, c'est la porte ouverte à la privatisation. Et on a des exemples. Dans l'histoire de ce pays, il y a des exemples. GDF. Philippe Martinez, dans l'hypothèse où ça se passe mal le 7 mai, où vous repartez déçu, qu'est-ce qui se passe pour les usagers, au moins? Non, mais qu'est-ce qui se passe pour le pays? C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui dit venez discuter, mais moi je ne change rien. C'est quand même une conception du dialogue qui est particulière. Donc s'il ne se passe rien, il y a une journée de prévue, journée sans cheminots, le 14 mai prochain. Gilles Lansart, on va commencer sur la dette. C'est véritablement l'enjeu des discussions qui vont s'ouvrir lundi. 54 milliards de dettes pour la SNCF. Combien le gouvernement va-t-il en reprendre? C'est vraiment le thème central des négociations qui s'ouvrent. Oui, c'est absolument décisif pour lundi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Lundi soir, ni les organisations syndicales ne diront on arrête le conflit, ni tout d'un coup il y aura un miracle. Mais simplement, on saura si on entre dans un nouveau cycle ou pas. Et la dette fait partie des choses importantes parce qu'il faut quand même reprendre les choses au début. Le 1er juillet 2017, il y a bientôt un an, Emmanuel Macron, devant les cheminots dans une rame de TGV entre Paris et Rennes, dit on va faire dette contre statut. Je résume à grands traits. Et quasiment un an plus tard, semble-t-il, Bercy n'est pas prêt à donner un calendrier, des volumes de dettes reprises. Donc là, il y a quand même un petit souci de cohérence gouvernementale, alors que tout le monde s'accorde, tous les observateurs s'accordent à dire qu'une grande partie de la dette, alors on peut dire 26 milliards, 23 milliards, est due à la construction de lignes à grande vitesse, donc c'est un patrimoine national, donc c'est forcément une dette publique, et qu'une autre partie de la dette est aussi le résultat de choix gouvernementaux. Donc qu'il est tout à fait juste que cette dette, en tout cas ses intérêts, ne pèsent plus sur la SNCF. Et quasiment un an plus tard, on en est encore quasiment au début. Alors on a un peu avancé, mais à petits pas, vraiment à tout petits pas. Dans un premier temps, on va faire une reprise de dette progressive, ça va être à partir du 1er janvier 2020, etc. Donc là, il y a besoin de concrétisation. Sinon, effectivement, les efforts qui sont demandés à tout le monde, l'entreprise, les cheminots, les usagers qui sont aussi patients depuis de nombreuses années, eh bien, il manque un quatrième acteur, c'est l'État. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour qu'il y ait une sorte de grand New Deal ferroviaire pour qu'on reparte enfin de l'avant après 30 années un peu aventureuses? Frédéric Marchand, est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû dire l'Assemblée nationale a déjà voté la réforme de SNCF sans savoir quelle part de la dette allait être prise? Les sénateurs, quand ils vont l'examiner, peut-être qu'on en saura un peu plus. Le fait que l'Assemblée nationale ait voté sans connaître ce paramètre, est-ce que c'est pas une difficulté aussi pour faire passer cette réforme? C'est pas une difficulté à partir du moment où c'est quand même un acte volontariste fort. Et ce gouvernement va quand même être le gouvernement qui va régler un problème qui effectivement a été évoqué, mais sans qu'on s'en saisisse véritablement, qui est le problème de la dette. Parce que cette dette, elle peut s'accroître, on peut la traîner, mais au bout du bout, il y a bien quelqu'un qui va devoir payer. Donc je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Le gouvernement a décidé de s'occuper du problème de la dette, avec effectivement une temporalité qui reste à définir. Mais arrêtons de nous raconter des histoires. À partir du moment où on bascule d'un EPIC à une ESA, forcément la question de la dette va se poser. Et on sait bien qu'une ESA ne peut pas fonctionner avec de la dette. Donc cette dette devra être reprise. La totalité de la dette devrait être reprise? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui si la totalité de la dette devrait être reprise. Mais regardons ce qui s'est passé à l'étranger. Regardons notamment du côté de l'Allemagne, où pour le coup, je pense que si pas la totalité, en tout cas la dette a été reprise en très grosse partie par l'État allemand. Fanny Arave, cette question de la dette, elle est centrale pour les organisations syndicales dans les discussions qui s'ouvrent avec le gouvernement? Alors, il y a deux sujets qui sont en lien. C'est la question de la dette et la trajectoire financière, notamment pour Réseau. Alors, on peut mettre quand même au crédit du mouvement social en cours d'avoir un peu forcé, un peu toute la communauté, généralement de politique et autres, à s'intéresser, à s'approprier les sujets ferroviaires. Parce que l'on a bien vu qu'on est passé de propos incantatoires, on parlait d'avenir radieux, on était à la limite de la pensée magique, à maintenant un travail un peu plus fouillé sur les sujets. On se rend compte que les choses ne sont pas si faciles que ça. Donc le passage en SA qui était annoncé comme étant une grande victoire de l'autonomie des entreprises, on rend compte que ça a quand même certains impacts. Et le premier, effectivement, c'est qu'on ne peut pas dépasser un certain niveau de dette
il doit y avoir une relation entre les actifs et passifs, entre l'EBITDA, enfin la MOP, des résultats de recettes et une dette. Donc là, il y a une obligation qui serait de reprendre à peu près, selon les calculs, le bilan pas entre 35 et 40 milliards de dettes. Pour ne serait-ce que de passer en SA, mais également une recapitalisation d'à peu près 15 milliards de fonds propres. Ça, c'est pour juste être en conformité juridique avec le statut de SA. Donc ce n'est pas un geste honorifique, générique, d'une grande générosité, c'est une nécessité juridique et financière. Ensuite, il y a quel mode de financement on fait pour le réseau et pour le système ferroviaire en général, donc que ça soit au niveau des trains, que ça soit la répartition entre contribuables et les voyageurs, mais surtout pour réseau, quel système on met en place, si on ne veut pas avoir de péage trop élevé, quelle compensation on met en place, parce que si on ne permet pas un financement suffisamment conséquent pour remettre le réseau en état, et donc avoir une vraie exploitation digne de ce nom, mais aussi avoir un réseau qui soit un tant soit peu conséquent, on va se retrouver avec de nouvelles dettes. Ou alors on va devoir, en creux, sans que la décision soit très régulièrement établie, devoir abandonner des lignes. Donc c'est là-dessus qu'il y a un véritable besoin d'éclaircissement sur la reprise de dette et la trajectoire financière. Bruno Poncet, ça pourrait être une petite victoire des syndicats si l'État, au moins sur la dette, faisait un effort significatif? Enfin, moi, déjà, surtout quand j'entends parler de la dette, moi je me rappelle aussi que l'année dernière, on a eu 57 suicides de cheminots dus à cette dette, parce qu'à un moment donné, les pressions managériales, les restructurations incessantes font qu'à un moment donné, les cheminots sont déstabilisés. Alors, comme dans beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, on voit tous les services publics aujourd'hui qui ont des problèmes de moyens pour pouvoir exister, les hôpitaux, même la police, on se rend bien compte que derrière, ce sont des hommes et des femmes qui sont derrière, qui en pâtissent le plus. Donc cette dette, c'est pas uniquement des chiffres, c'est aussi une manière de vivre à la SNCF depuis des années, qui a obligé la SNCF à se restructurer continuellement pour arriver maintenant à nous dire que ça marche pas. Mais nous, on le dit depuis des années que ça marche pas. Et que cette dette aujourd'hui, en plus de la reprendre, ce gouvernement aussi, comme vient de vous expliquer Fanny, d'un point de vue plus économique, et moi je veux le faire un peu plus humain, mais cette dette aujourd'hui, il va falloir aussi nous expliquer à nous qu'il ne faut pas qu'elle grossisse. On voit en Allemagne, ils ont pris la dette en 95. Aujourd'hui, leur dette, elle est quasiment revenue au même niveau que 95, elle est quasiment à 20 milliards. Et ça, c'est pas des chiffres qui sortent du chapeau, c'est vraiment des trucs concrets. Donc à un moment donné, nous, on a vraiment besoin que ce gouvernement, en plus de reprendre la dette, nous explique aussi comment ne pas en recréer de la dette, que ce soit une SA, un EPIC. À un moment donné, il va falloir vraiment avoir une vraie politique d'aménagement du territoire qui soit quand même logique. Gilles Dansart, l'enjeu, on l'entend, c'est aussi le futur de la SNCF face à la concurrence si la réforme est maintenue. Et là, il faudra une entreprise vraiment forte et la dette l'empêche d'être une entreprise forte face à des concurrents. Certes, il faut une entreprise forte, donc délestée de 1,5 milliard d'intérêts de la dette qu'elle doit rembourser tous les ans. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais au-delà d'une entreprise forte, il faut aussi une vraie stratégie d'État sur la mobilité en France, c'est-à-dire qu'une vraie équité entre les modes ou des encouragements clairs aux ferroviaires quand il faut faire des encouragements, par exemple sur le fret ferroviaire, au nom de l'écologie par exemple, ou sur des petites lignes parce que c'est un impératif d'aménagement du territoire. Donc on ne fera pas de miracle simplement en disant à SNCF soyez plus forte et ça ira mieux. Il faut aussi que l'ensemble des acteurs soient par le gouvernement incités à avoir une politique de mobilité très cohérente, comme on dit aujourd'hui, multimodale et bien architecturée, avec des financements clairs, pérennes, sur une longue période. Donc c'est tout ça qui doit être sur la table. Et il faut se rappeler que lors des assises de la mobilité qui ont eu lieu à l'automne dernier, très bizarrement, le ferroviaire en était exclu. Alors il est revenu un peu par la fenêtre de temps en temps, mais on a besoin d'une politique globale de mobilité, sinon les territoires en souffriront, le fret et donc l'activité économique en souffrira. Donc c'est bien ça qui est au-delà de la réforme de la SNCF, qui est à l'agenda du gouvernement. Frédéric Marchand, on l'entend dans le message de Gilles Dansart, le gouvernement, il ne suffira pas de réformer la SNCF, il faut vraiment une politique globale de mobilité. C'est pas on fait la réforme et après la concurrence organisera les transports en France. J'ai envie de dire que ça tombe bien, puisqu'après le premier acte qu'est la réforme ferroviaire, il va y avoir le deuxième acte qui va se jouer avec la loi d'orientation sur les mobilités. Et dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, il y a aujourd'hui des nouveaux sujets qui vont pouvoir être intégrés dans cette loi qui ressortent de ce qui s'est passé avec le ferroviaire. Je pense notamment au rôle des gares qui demain, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'intermodalité, vont pouvoir jouer un rôle essentiel. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer une simple réforme du ferroviaire sans parler des modalités en général. Et c'est ce qui va arriver dans la foulée avec la loi d'orientation sur les mobilités.
Fanny Arave, lundi matin, vous allez aussi discuter d'une nouvelle convention pour la branche ferroviaire. C'est en gros, faut encadrer pour que les nouveaux acteurs n'aient pas finalement trop d'avantages par rapport à la SNCF. Alors, je pense qu'on parlait de la convention collective. La convention collective. Qui est effectivement le droit du travail applicable de branche pour toute la communauté du ferroviaire. Donc aujourd'hui, il y a le statut, il y a également des entreprises privées de fret qui existent déjà. On a déjà une expérience, pas toujours très heureuse d'ailleurs, sur le fret. Et donc, quelles sont toutes les règles qui régissent le travail, sachant qu'on est dérogatoire au Code du travail sur certains sujets, comme la continuité de travail de nuit ou de choses comme ça. Donc il y a nécessité d'avoir quelques accords. Donc cette convention collective, elle est un peu au milieu du gué. Ça fait à peu près 2 ans qu'on y est, il y a encore pas mal de choses à construire. Alors, qui va être sur cette convention collective? Ça va être effectivement les nouveaux entrants, les entreprises ferroviaires, mais aussi le personnel de la SNCF, même s'il y a des aménagements qui vont donc se transférer de la SNCF à une entreprise prenante pour un marché, avec des conditions particulières qui sont encore un petit peu à finaliser, parce que là-dessus, elles sont dans la loi en termes de principes génériques, mais elles n'ont pas de valeur, elles ne sont pas transcrites dans la convention collective. Donc ça, pour vous, pour les syndicats, Bruno Poncet, c'est un des sujets importants de lundi, aussi protéger finalement les personnels qui pourraient être transférés vers d'autres entreprises privées. Il n'y a pas que ça, parce que nous sur le rail, on a une position, c'est tous les travailleurs du rail au statut. C'est-à-dire comme ça, si vous mettez tout le monde au même niveau, et un niveau élevé, pas un niveau bas, un niveau élevé, vous avez après, la concurrence se fera peut-être sur d'autres choses, mais en tout cas pas sur le dumping social. Moi, je me rappelle très bien, je travaillais dans le transport routier en 96-97, quand le cabotage est arrivé en France, où des boîtes étrangères pouvaient faire un Paris-Marseille avec un conducteur qui était étranger. Eh bien, plus de 20 ans après, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Celui qui fait le Paris-Marseille, aujourd'hui, gagne 500 € par mois. Et il rentre chez lui 3 mois plus tard. Et en France, le salaire minimum quand même est autour de 1300-1400 €. Et un routier qui ferait ce que fait cette personne-là toucherait pas loin de 2000. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas arriver à ça. On veut pas que dans 4-5 ans, on nous dise, regardez, quelqu'un va vous faire un Paris-Marseille en TGV ou un Paris-Limoges en intercité et qui gagnera 700 € pour tirer le train. Nous, on veut pas de ça. Nous, on veut aujourd'hui que ça soit de haut niveau, parce qu'à un moment donné, on veut arrêter le dumping social en France, et on a bien peur que cette précarisation qui est mise en place, avec aussi la fin du CDI, comme on l'a entendu à l'automne dernier, pour nous, c'est vraiment le plus important. Donc on va se battre réellement là-dessus. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Évidemment, nous suivrons lundi les réunions entre le syndicat et Édouard Philippe à Matignon. L'Union européenne est en train de prévoir son budget pour la période 2021-2027. Et dans sa première proposition, la Commission envisage de baisser la part consacrée à la politique agricole commune de 5%. Inacceptable, a déjà prévenu le gouvernement français, qui va s'engager dans un bras de fer avec Bruxelles. Sandra Cerquera. La France entame bel et bien un bras de fer avec la Commission européenne. Pas question pour Paris d'entendre parler d'une baisse de 5% des fonds alloués à la politique agricole commune entre 2021 et 2027, soit plusieurs milliards d'euros en moins. Inacceptable pour le ministre de l'Agriculture. La PAC, qui est une des politiques les plus anciennes de l'Europe, une des politiques qui rapporte beaucoup à la France, c'est près de 9 milliards d'euros par an. Et on vient directement ponctionner de l'argent dans la poche des agriculteurs. On va diminuer le revenu des agriculteurs. C'est une ponction aveugle, drastique, massive, et nous ne sommes pas d'accord. La PAC a représenté jusqu'à 60% du budget européen. Aujourd'hui, c'est 37%. Et la France, premier pays bénéficiaire, est très dépendante de ces aides. La FNSEA fustige elle aussi cette réduction du budget de la PAC. Les consommateurs plébiscitent l'alimentation à la française, dénoncent les accords du Mercosur, les accords du CETA avec le Mexique qui font rentrer des produits venant d'ailleurs, traités avec des pesticides interdits chez nous, utilisant des antibiotiques et des hormones de croissance interdits chez nous. Donc le comble serait qu'on lâche l'agriculture européenne et qu'on ouvre les frontières à tout va. Franchement, M. Macron ne peut pas faire ça. Le Brexit, source d'un manque à gagner de plusieurs milliards d'euros, est une des causes de ces coupes budgétaires. Mais la PAC, jugée coûteuse, est aussi dans le viseur de Bruxelles depuis des années. Les propositions de la Commission doivent être débattues et votées avant mai 2019. Le bras de fer ne fait que commencer. 10 ans après y avoir été placée, la France devrait pouvoir quitter la procédure bruxelloise pour déficit excessif. Déclaration du commissaire européen Pierre Moscovici qui prévoit 3 années sous la barre fatidique des 3% de déficit pour l'Hexagone. Les explications de Clément Pervot et Fabrice Cunet.
La France sort enfin de la zone rouge. Selon le commissaire européen Pierre Moscovici, ce devrait être officiel le 23 mai. L'Europe lèvera la procédure de déficit excessif qui touche la France depuis 11 ans. Pour la deuxième année consécutive, la France est en effet parvenue à passer sous la barre fatidique des 3% de déficit public, avec un chiffre de 2,6% pour 2017 et 2,3% pour l'année 2018. Ces bons chiffres sont plus dus à une reprise de la croissance qu'à une réduction des dépenses publiques. La France échappe donc au couperet des sanctions bruxelloises qui planaient sur sa tête depuis plusieurs années. Une bonne nouvelle pour la crédibilité économique du pays, mais pas un soulagement complet. La France reste concernée par le volet préventif du pacte de stabilité. Elle devra encore faire baisser d'au moins 0,5% du PIB son déficit structurel, c'est-à-dire hors effet de conjoncture. Ce chiffre, de l'aveu même de Bercy, sera sans doute difficile à atteindre. Cette sortie de la zone rouge ne fait pas pour autant de la France un cadre européen de la discipline budgétaire. Le Portugal, l'Italie et la Grèce ont fait de même récemment. Seule l'Espagne reste aujourd'hui encore en déficit excessif. La France qui quitte la procédure européenne pour déficit excessif, c'est l'objet de notre face-à-face du jour. Saveria Rojek interroge Isabelle Jégouzot, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Bonjour Isabelle Jégouzot. Bonjour. Alors Bruxelles devrait donc acter d'ici quelques semaines maintenant cette sortie de la France de la zone rouge. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Qu'est-ce que ça va changer pour les Français, cette sortie de la zone rouge? Alors d'abord, c'est une très bonne nouvelle puisque depuis plus de 10 ans, la France était sous procédure de déficit excessif. Et comme pour 2017, on n'est plus à 3% de déficit excessif, mais on est passé à 2,7% et que pour les années à venir, on est également en dessous de cette fameuse barre de 3%. Il est possible pour la Commission, qui s'en réjouit, de proposer que la France sorte de cette procédure de surveillance, si vous voulez. Très bien, mais pour qu'on comprenne bien, est-ce que cette sortie de la zone rouge va donner une plus grande marge de manœuvre, une plus grande latitude au gouvernement français dans sa politique économique, dans sa politique de réforme? Est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, c'est un début. Donc, on sort de cette procédure qui était dite corrective pour passer dans une procédure qui va être plutôt préventive et pour surveiller que la France évolue de manière positive, fait les réformes nécessaires, parce que cette barre des 3%, c'est une barre qu'il ne faut pas franchir, mais ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est effectivement d'arriver à quelque chose qui est proche de l'équilibre. Donc il y a encore du travail à faire et il y a surtout beaucoup à faire pour réduire la dette publique. Parce que un des gros problèmes auxquels est confrontée la France, c'est qu'elle est très endettée et en étant très endettée, ça veut dire qu'elle a peu de marge de manœuvre. Alors voilà, justement, cette sortie, c'est la question que j'allais vous poser, cette sortie de la procédure, elle est due à quoi? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'elle est plus due à la reprise économique, à la croissance, à des rentrées en fait d'argent supplémentaires, la croissance qui a généré des cotisations, des impôts, plutôt qu'à une baisse des dépenses publiques. La France reste le très mauvais élève de la zone euro dans ce domaine-là. Alors effectivement, la reprise de la croissance est une bonne nouvelle et on constate d'ailleurs cette reprise de la croissance dans l'ensemble de l'Union européenne et en particulier dans la zone euro. Donc c'est une très bonne nouvelle et que la croissance revienne parce qu'avec la croissance, on a aussi une diminution du chômage et une reprise de l'investissement. Donc tout ça est positif. Mais ces éléments positifs ne doivent pas cacher qu'en parallèle, il est nécessaire encore de réduire la dette. Et de réduire la dette, pourquoi? Tout simplement pour récupérer des marges de manœuvre budgétaires. Aujourd'hui, le service de la dette en France, c'est environ 40 milliards par an. Et avec ces 40 milliards, on pourrait faire beaucoup d'autres choses que de payer le service de la dette. Ce que vous appelez service de la dette, ce sont les intérêts de la dette. Les intérêts, exactement. Pour que les téléspectateurs exactement. Bien. Alors justement, ce retour sous cette barre des 3% n'exonère pas la France de tout effort. La France va en fait
pour être précis, à rentrer dans le volet préventif du pacte de stabilité, c'est-à-dire l'obligation d'une baisse annuelle d'un demi-point du déficit structurel. Est-ce que ça, c'est possible, c'est faisable, ou est-ce que c'est encore très contraignant ? Alors, ça fait partie des objectifs qu'il faut continuer à remplir. Là, aujourd'hui, la France, de ce point de vue-là, ne fait pas tout à fait assez. On est à 0,1, mais enfin très peu. L'objectif, c'est 0,6. Donc là, effectivement, la France doit continuer à réduire son déficit structurel. Tout ça pour dire que, bon, on a beaucoup de bonnes nouvelles, mais c'est pas terminé. Il faut continuer à faire des efforts. Il faut surtout que la France se désendette et qu'elle se désendette pour récupérer ses marges de manœuvre budgétaires. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que ça va changer pour les Français ? Si la France se désendette, en payant moins d'intérêts, elle pourra dépenser plus pour autre chose et pour des dépenses positives. La santé, les écoles, l'investissement. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Alors l'autre sujet majeur en ce moment au niveau européen, c'est le budget de l'Europe qui est en discussion, puisque les Anglais se retirent, bien sûr, du fait du Brexit. C'est 12 à 14 milliards d'euros en moins par an au budget européen. Est-ce que ça veut dire que les Français, que les Allemands vont payer plus, vont contribuer plus au budget européen ? Alors, effectivement, la Commission a présenté hier un projet de budget pour la période 2021-2027. Et ce budget est un budget difficile du fait du retrait du Royaume-Uni. Alors, ce retrait du Royaume-Uni, dans les propositions de la Commission, il est compensé de deux façons. D'une part, par un certain nombre d'économies, on va peut-être y revenir, et d'autre part, par de nouvelles ressources qui sont pour partie des ressources propres que l'on va créer, un certain nombre de propositions de la Commission pour créer de nouvelles ressources. Alors, justement, on va y venir. Nathalie Loiseau, la ministre en charge des Affaires européennes, l'a annoncé hier. Elle dit être en train de travailler à de nouvelles taxes, de nouvelles ressources, vous le dites, pour l'Union. Parmi ces nouvelles taxes, une taxe sur les grands acteurs du numérique qui pourrait rapporter les fameux GAFA, qui pourraient rapporter 5 milliards d'euros par an. Est-ce que ces nouvelles taxes, c'est une piste de travail pour vous, justement, pour la Commission européenne ? Alors, la Commission a fait des propositions pour cette taxe sur les GAFA. Ces ressources ne sont pas aujourd'hui intégrées dans la proposition de budget qui a été présentée hier. Il y a d'autres propositions qui sont notamment en lien avec la nécessité de respecter nos objectifs en matière de changement climatique. Parmi les propositions qui sont faites, par exemple pour alimenter le budget de l'Union, on a proposé d'alimenter le budget de l'Union par une part des droits de payer, en fait, ce qu'on appelle ce que les entreprises payent, droits de polluer, pardon, ce que les entreprises payent lorsqu'elles polluent. Une partie de ces taxes pourrait revenir dans le budget de l'Union. Une autre proposition que l'on fait, ce n'est pas une taxe, mais c'est de faire en sorte que lorsque on n'atteint pas ces objectifs en matière de recyclage du plastique, on ait une sorte de pénalité et que l'on paye là-dessus. Donc ça, c'est les nouvelles propositions que fait la Commission. Sur les GAFA, on a fait une proposition effectivement de taxation sur les GAFA, mais qui pour le moment, donc d'abord il faut que ça soit débattu, c'est une piste de travail. Voilà. Très bien, on entend bien. Alors parmi les propositions budgétaires, il y a bien sûr toutes celles qui concernent la politique agricole commune, la PAC. On a appris hier que Bruxelles envisagerait de réduire de 5% les fonds alloués pour la période 2021-2027. Paris, bien sûr, a jugé ces propositions inacceptables. Est-ce que oui ou non, la PAC va être amoindrie dans le prochain budget ? Alors, oui, on a proposé des diminutions, mais je pense qu'il faut remettre ça dans un cadre beaucoup plus général. Qu'est-ce que fait ce budget qui a été proposé hier par la Commission ? Elle vise à faire en sorte d'abord que l'Union européenne soit capable de répondre aux défis qui se posent à elle aujourd'hui. Les défis, c'est un budget qui est plutôt un budget optimiste sur l'avenir de l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni nous quitte. Donc on propose d'une part, je vais venir à la PAC, on propose d'une part de faire des investissements d'avenir. Par exemple, sur la recherche, on augmente de 50% les crédits sur la recherche. Ou sur Erasmus, programme auquel on est très très attaché, on veut multiplier par 2 les étudiants qui pourraient profiter d'Erasmus. Pardonnez-moi, revenons-en à la PAC
Parce que là, on sent un discours néanmoins très tendu aujourd'hui depuis hier entre Paris et Bruxelles. La France ne pourra accepter aucune baisse de revenus directs pour les agriculteurs. C'est le communiqué qu'a envoyé hier le ministère de l'Agriculture français à Bruxelles. Voilà, on sent un discours, on sent des positions très radicales, un discours très tendu. Sur quel compromis pensez-vous pouvoir travailler aujourd'hui sur cette question-là? Alors, sur la PAC, très concrètement, ce que l'on propose, c'est effectivement une baisse globale de 5%. Qui est réparti d'une part entre tout ce qui est le développement rural et d'autre part les paiements directs. Quand Paris vous répond, il n'en est pas question. Alors, il y a des choses qui ont été dites qui ne sont pas tout à fait exactes. Par exemple, lorsque l'on dit que les agriculteurs, les petites exploitations, j'ai entendu ça dans le débat, les petites exploitations seraient très pénalisées. Précisément, ce n'est pas le cas. Ce qu'a proposé la Commission, c'est de faire en sorte qu'on a une réduction globale de 5%, qui est pour les paiements directs un petit peu inférieure, qui est 3,9%. Mais ce que l'on propose, c'est que si on est sur... dans les cas pour les exploitations qui reçoivent le plus, on aura une limitation, un plafonnement à 60 000 € par an, ce qui permettra notamment pour les petites exploitations de garder leur niveau actuel. Et ça, je crois que c'est très important. Ce que vous nous dites, c'est que c'est une base de travail, que les discussions sont ouvertes aujourd'hui. Les discussions sont ouvertes, mais je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'il est important de dire, c'est notamment cette protection que l'on veut pour les plus petites exploitations. Et d'autre part, un point qui est important également, c'est un point de flexibilité qui permettra aux États membres d'avoir une flexibilité pour transférer des crédits d'un point sur l'autre. Et donc ça, je crois que c'est très important. Le temps presse. Merci beaucoup. Merci Isabelle Gégouzeau d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci Isabelle Gégouzeau, merci Saveria Rojek. Nous retournons maintenant dans le Cher où Édouard Philippe a installé pour 3 jours ses services. Le Premier ministre est actuellement à Vierzon, une commune sélectionnée dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville. Et Quentin Calmet, qui suit pour nous ce déplacement, a pu interviewer Rémy Pointreau, sénateur Les Républicains du Cher, qui a dirigé aussi au Sénat une mission sur la redynamisation des centres-villes et centres-bourgs. On écoute. Bonjour Rémy Pointreau, merci de répondre à nos questions. Vous avez passé la matinée avec le Premier ministre ici dans le département. Qu'est-ce que vous retenez de cette demi-journée que vous avez passée avec le Premier ministre? Écoutez, c'est important que le gouvernement et le Premier ministre viennent à la rencontre à la fois des élus mais aussi des forces vives de nos départements qui subissent un petit peu un sentiment d'abandon. C'est ce qui ressort dans toutes les discussions et notamment hier soir avec les élus. Ce sentiment d'abandon qui est perçu à la fois par les élus en termes de financement de leurs actions, de dotations, de compétences qui ne sont pas compensées, mais aussi par les citoyens en termes par rapport au numérique, par rapport à la désertification médicale. Et je crois que c'était important qu'on puisse être écouté. Maintenant, il faudra qu'on soit entendu et qu'on passe des paroles aux actes. Aujourd'hui, on nous écoute. J'espère que de tout cela va sortir quelque chose de concret. Certaines critiques tournent autour du fait que c'est un grand plan de communication gouvernementale. Vous dites qu'il peut y avoir des actes concrets qui peuvent ressortir de ces 3 jours dans le département? Mais écoutez, c'est ce qu'on espère. On sait bien que ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement se déplace dans des territoires. Beaucoup d'autres gouvernements l'ont fait. Aujourd'hui, c'est une action ciblée sur le département du Cher. On en est tous évidemment très, très heureux. Mais maintenant, mon inquiétude, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va sortir de toutes ces rencontres. Est-ce qu'on va apporter des solutions? Est-ce qu'on va apporter des financements? Et est-ce qu'on va annoncer des choses concrètes pour faire en sorte que ce sentiment d'abandon soit supprimé de la tête de tous nos concitoyens? Il y a un sujet très concret, c'est la revitalisation des centres-villes. C'est le sujet qui est évoqué cet après-midi par le gouvernement. Dans le département, 2 communes pourraient en bénéficier, Vierzon et Bourges. Les sénateurs, on imagine que vous êtes très impatients de ce plan cœur de ville. Écoutez, vous le savez, on a fait une proposition de loi sur un pacte national pour la revitalisation des cœurs de ville et des cœurs de bourg. Le plan Mézard, c'est une première approche pour trouver des solutions à moyen terme sur Bourges et sur Vierzon pour notre département.
Maintenant, il y a tout un tas de communes comme Saint-Amand, comme Aubigny, Sancerre, qui pourraient aussi bénéficier. Il faut aller plus loin déjà. Il faut aller plus loin. Et c'est ce que nous proposons avec notre pacte national, où finalement, c'est une opération qui va s'autofinancer, qui permettrait à toutes nos communes moyennes de 2000, 3000 habitants, également de pouvoir bénéficier d'aide. Et on a regardé, nous, si vous voulez, l'ensemble de la problématique du commercial. Le e-commerce, le commerce de périphérie et puis le commerce de centre-ville. Parce que si on ne règle pas l'ensemble de la problématique, on ne réglera rien. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour cette réaction à l'antenne de Public Sénat. Le système de santé est-il au bord de l'explosion? C'est l'avis de Patrick Bouet, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui dénonce notamment un système dominé par la volonté d'équilibre budgétaire intenable. Avant d'en parler avec lui et mes autres invités, les enjeux vous sont présentés par Maude Guillot. Patrick Bouet passe au scanner le système de santé et le diagnostic est inquiétant. Il regrette que la logique économique prenne le pas sur l'esprit fondateur du système, jusqu'à craindre son effondrement. Sur ce point, l'économiste Claude Le Pen est plus modéré. La sécurité sociale, ça fait partie maintenant de notre patrimoine national. La France est un pays de 65 millions d'habitants avec la sécurité sociale. Bon, on ne peut pas, disons, la dissocier. Je ne crois pas que la solidarité soit menacée en France. Le président de l'Ordre des médecins redoute aussi une médecine à 2 vitesses. Selon lui, l'accès aux soins n'est plus garanti sur tout le territoire. Côté campagne, Patrick Bouet est plus que mesuré sur les maisons de santé. Il préconise plutôt des équipes mobiles et flexibles mélangeant libéraux et hospitaliers. Le médecin prescrit donc aussi ses remèdes. Il souhaite décloisonner l'ensemble du système de santé pour recréer un service public impliquant tous les acteurs. Le tout dans une dynamique territoriale et non nationale. On est coincé entre deux logiques contradictoires. La première logique, c'est qu'il y a des réalités médicales, épidémiologiques très différentes d'une région à l'autre. Mais d'un autre côté, on veut une sécurité sociale égale pour tous. On veut qu'il n'y ait pas de médecine à 2 vitesses, même territoriale. On veut que les mêmes règles s'appliquent, qu'on soit soigné pareil dans les mêmes institutions. Autre chantier prioritaire pour Patrick Bouet, la formation des médecins hors des CHU. Il faut faire sortir les internes dans les territoires pour qu'ils aient plus facilement le réflexe de s'y ancrer à l'avenir. Alors que le gouvernement doit présenter avant l'été une réforme globale de l'offre de soins, Patrick Bouet redoute que ce ne soit qu'un énième pansement. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités. Donc Patrick Bouet, vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des médecins et l'auteur de ce livre « Santé, explosion programmée » paru aux éditions de l'Observatoire. Bienvenue sur le plateau. Face à vous, Rémi Salomon, chef de service à l'hôpital Necker, bonjour, et vice-président de la commission vie hospitalière en charge des conditions de travail à la PHP. Jean de Cavasdoué, économiste de la santé, ancien directeur des hôpitaux, co-auteur du livre « La coûteuse inégalité des soins » paru chez Economica. Bienvenue sur le plateau. Et enfin, Bernard Jomier, sénateur socialiste de Paris et médecin généraliste de profession. Alors, Patrick Bouet, on a vu le sujet. Vous êtes l'auteur de ce cri d'alarme « Santé, explosion programmée ». Votre ouvrage a un fort retentissement, car si on entend beaucoup la colère des professionnels de santé, vous dites carrément l'édifice est au bord de s'écrouler. Oui, enfin je dis très clairement que le système qui gère aujourd'hui l'édifice est au bord de l'explosion et que ce qui fait cette inquiétude, c'est ce qui rassemble aujourd'hui un certain nombre d'acteurs, les usagers de santé, les professionnels de santé, les acteurs politiques locaux qui sont interpellés en permanence sur le terrain. Mais je dis dans le livre, il faut agir maintenant, c'est-à-dire que je ne crois pas à la fatalité de l'explosion si nous agissons maintenant. Rémi Salomon, vous travaillez en hôpital, à la PHP. Est-ce que aussi il y a les mêmes réalités entre les médecins généralistes, ceux qui travaillent en hôpital? On entend la colère des personnels. Je suis effectivement donc représentant de la communauté médicale à la CME et je m'occupe de la commission vie hospitalière, comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire tout ce qui concerne la qualité de vie au travail des soignants. Et on sait que c'est quelque chose de très important. Si on veut bien soigner, il faut
que les soignants soient eux-mêmes à l'aise dans leurs conditions de travail et qu'ils puissent se sentir que le travail qu'ils font ait du sens. Alors oui, l'hôpital est effectivement aussi, on pourrait dire, au bord de l'explosion, mais considérer l'hôpital sans considérer le système de soins n'a pas de sens. Donc effectivement, le passage aux urgences est passé de 10 à 20 millions depuis le début des années 2000 jusqu'à maintenant. Et ça, c'est un système qui ne tient plus. On ne peut pas demander à l'hôpital de tout prendre en charge. Et donc effectivement, il faut repenser, et là je rejoins tout à fait Patrick Bouet, il faut repenser le système de santé dans son intégralité et effectivement rapprocher ce qui aujourd'hui fait défaut, c'est-à-dire la circulation de l'information entre l'hôpital et la médecine de ville. Ça, c'est un vrai problème qu'il faut aujourd'hui considérer très sérieusement. Bernard Jomier, le gouvernement a lancé une réforme, va en tout cas lancer cette réforme avant l'été. Finalement, revoir tout le parcours de soins, il faut s'y attaquer, sinon c'est la fin de notre système de santé à la française. On voit bien qu'il est effectivement un peu à bout de souffle. Enfin, les constats que dresse Patrick Bouet, je pense qu'ils font assez largement consensus. Depuis un an d'ailleurs que la ministre de la Santé, quasiment un an, est en fonction, elle dit un ensemble de choses qu'on partage assez largement. La question, c'est de prendre les décisions. Et là, il est temps maintenant, j'allais dire, de passer à l'acte. Parce que passer d'un système qui est très hospitalo-centré, qui a été fondé, c'est une lapalissade de le dire, à une époque où l'épidémiologie n'était pas la même, on avait des maladies aiguës, etc. On est en maladie chronique, en vieillissement, dépendance. Bon, tout ça, c'est un constat qui est partagé, mais maintenant, il faut prendre les décisions. Il faut faire cette transition d'organisation qui correspond à la transition épidémiologique. Et là, c'est un peu trop lent. C'est un peu trop lent, et l'hôpital... Moi, je suis inquiet, je partage le constat, parce que soit, si vous voulez, on suit ceux qui disent il faut desserrer l'Ondam, il faut donner plus 4% à l'hôpital chaque année, mais sauf que c'est intenable pour des raisons budgétaires, malgré tout, il faut le reconnaître, soit on repense les missions de l'hôpital, mais c'est lourd de repenser les missions de l'hôpital. Ce chantier-là, il est temps de le mener à bien. Justement, vous venez d'évoquer les 4% d'augmentation finalement des dotations globales aux hôpitaux. On a entendu que finalement ça serait que 2% cette année. Jean de Kervasdoué, on demande de plus en plus à l'hôpital avec une petite augmentation, mais pas autant finalement que son activité. Oui, enfin je crois que moi je partage ce qu'ont dit mes trois prédécesseurs, donc je ne vais pas paraphraser, mais simplement dire d'autres choses. C'est une histoire très longue, très ancienne en fait, dont une partie remonte à la réforme de 58, et Robert Debré, qui était l'inventeur de cette réforme, a lui-même critiqué cette réforme, et notamment, si vous voulez, le sujet, c'est que on ne donne pas la place à la médecine générale qu'elle devrait avoir. Et moi, j'avais été très frappé, il y a 25 ans, j'étais en Angleterre avec des jeunes femmes anglaises médecins qui étaient venues en France, et ils disaient, mais vous, en France, vous formez vos généralistes par défaut. Donc ça, c'est un premier sujet. Ça, c'est une histoire longue. Donc, et c'est pas en payant à l'acte à 23, 24, 25 ou 30 euros qu'à mon avis, on changera le sujet. Mais ce sujet n'est pas évoqué. Le deuxième, c'est que l'hôpital croule effectivement sous les missions. L'hôpital devient le généraliste, pas seulement des pauvres d'ailleurs. Voilà. Le troisième sujet, c'est que je suis confus pour mes amis socialistes, moi-même l'ayant été, mais la politique qui a été menée ces 5 dernières années a été très mauvaise. Il y a eu pour seule politique de raboter sans faire des réformes de structure. Il a été proposé de faire des réformes de structure, celles-ci n'ont pas été faites. Et il y a un contresens majeur, et je m'arrêterai là avant de continuer, un contresens majeur qui est que le sujet central n'est pas l'inégalité de l'accès aux soins, c'est pas l'argent, c'est l'inégalité des soins. C'est-à-dire, selon l'endroit où vous êtes soigné, si vous êtes clochard, étranger, vous cassez la figure devant un équerre, vous avez les meilleurs soins du monde. Si vous allez ailleurs dans le système de santé, et on vient de sortir ce livre donc avec mon ami médecin Roland Cage sur la coûteuse inégalité des soins, où on documente vraiment de manière assez scandaleuse l'importance des échecs, l'importance des accidents, la probabilité, par exemple, si vous vivez à Nantes, vous avez 3 fois plus de chances d'être transplanté si vous êtes insuffisant rénal que si vous vivez à Strasbourg. Tout ça, c'est pas tolérable, mais c'est pas débattu non plus. Patrick Bouet, vous préconisez certaines mesures. Est-ce que les premières pistes qui ont été évoquées par le gouvernement, par Emmanuel Macron lui-même, comme la réforme finalement du financement des hôpitaux, la fin du financement uniquement par la tarification aux actes, est-ce que ça, c'est des mesures qui sont suffisantes pour finalement sauver le système ?
Ce sont des mesures qui doivent avoir du sens. Or, aujourd'hui, si on nous propose simplement 50% de T2A de moins dans le système hospitalier, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le sens qu'il faut donner aujourd'hui, c'est que cherche-t-on à faire pour la population française en partant du principe que la santé est un des piliers de la bientraitance républicaine. L'éducation, la sécurité, la santé, ce sont des piliers de la bientraitance républicaine. Que veut-on faire aujourd'hui, que veut-on proposer aujourd'hui à l'ensemble des citoyens français pour regagner cette égalité face aux soins? Or, c'est vrai, le grand défi qui nous attend, c'est celui des maladies chroniques, c'est celui du vieillissement de la population. Ce ne sont pas des défis nouveaux, nous les anticipons pas, mais ils sont connus depuis longtemps. Il faut aujourd'hui redonner du sens au système, ne pas se contenter de faire des petits ajustements, mais repenser le système. Et le repenser, c'est d'abord repenser à l'équipe de soins que l'on va mettre auprès de la population. Y compris repenser la logique, parce que vous dites dans votre ouvrage, finalement, tout est guidé par l'équilibre budgétaire et c'est intenable dans cette... Pourquoi, finalement, la santé devrait répondre à un équilibre? Je dis que depuis 4 décennies, la seule constante dans le discours, c'est la recherche de l'équilibre budgétaire. C'est donc finalement amener le système de santé à coller à l'équilibre budgétaire et ne pas se poser la question des soins que l'on distribue. Et que aujourd'hui, nous disons, nous, mais parce que nous sommes professionnels de santé, parce que nous avons interrogé tous les médecins français en 2015 et 2016, nous disons, nous, les médecins comme les autres professionnels de santé cherchent aujourd'hui à comprendre quels sont les objectifs du système de santé et comment ils peuvent s'inclure dans un dispositif au service de la population. Leur métier, et que ce soit à l'hôpital, que ce soit en ville, que ce soit dans les centres de santé ou dans les maisons de santé, leur métier. Et que ça, c'est les questions de fond qu'il faut se reposer aujourd'hui. Jean de Kervasdouet. Oui, 2 choses. On continue avec les outils des années 30, parce que la médecine libérale, en fait, ça a été décidé en 1930 et ça n'a pas bougé depuis. À penser la médecine de 2020, bon, tout ça n'est pas raisonnable quand même. Et notamment le fait que dans le monde entier, la médecine se spécialise et qu'il faut trouver des structures de coordination qui sont autres que celles qu'on a inventées en 1920. Et la deuxième, simplement pour vous montrer qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet, c'est que aujourd'hui, il y a 6 millions de personnes qui ont plus de 75 ans. Dans 20 ans, il y en aura 11 millions. Le coût de la dépendance aujourd'hui, c'est 30 milliards d'euros. Je parle seulement de la dépendance. Donc si vous faites une règle de 3, on sera autour de 50 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'on est dans une situation où la demande va considérablement augmenter et où par ailleurs les dépenses publiques, et c'était l'émission qui précédait celle-ci, sont celles que l'on connaît. Professeur Rémi Salomon, à l'hôpital public aussi, on regarde tout par le prisme de l'équilibre budgétaire? Malheureusement, oui. Essentiellement, la plupart des hôpitaux publics sont en déficit. Aujourd'hui, pas que les hôpitaux publics, mais les hôpitaux publics particulièrement sont en déficit. Donc je pense que même si on ne peut pas faire exploser l'Ondam, il y a quand même une certaine urgence à desserrer un tout petit peu les taux. Je pense qu'on observe l'économie est en train de se redresser. Nous appelons le Premier ministre à desserrer un tout petit peu les taux et à ne pas diminuer encore de 0,5% le budget des hôpitaux. Là, il y a une certaine urgence. Le malaise, on en parle dans les médias, mais à juste titre, il y a vraiment dans les services aujourd'hui des gens qui n'arrivent plus à faire le métier comme ils l'entendraient. Je pense aux paramédicaux qui sont les premiers touchés. Il faut juste voir que en France, le revenu moyen des infirmiers est en dessous du revenu moyen de la population. C'est en Europe probablement. Il y a 2 ou 3 pays qui sont dans cette situation. Donc le métier d'infirmier est un métier difficile avec des horaires qui changent d'une semaine à l'autre, du travail de nuit. Et aujourd'hui, la politique du rabot que l'on continue de faire depuis des années se fait beaucoup sur les infirmiers, pas que. Mais je pense qu'il y a des économies à faire. On pourrait trouver, effectivement, la ministre a parlé de 30% d'examens, complémentaires qu'on pourrait économiser. 30%, je ne sais pas d'où elle sort ce chiffre, mais il y a certainement, sur le médicament, on peut probablement avoir diminué la dépense de certains médicaments coûteux qui n'ont pas forcément tous fait la preuve de leur efficacité. On donne le chiffre de 3,5 milliards. 3,5 milliards, c'est pas rien. 3,5 milliards sur les médicaments. Là où le déficit de l'hôpital est autour de 4 milliards. Donc on est dans des ordres de grandeur qui sont 2 fois le déficit des budgets des hôpitaux sur la France entière. Donc il y a des vraies économies à faire.
On va évoquer maintenant la problématique de l'accès aux soins. On le sait, certains territoires n'ont pas la même chance que notamment la région parisienne pour l'accès aux soins. Édouard Philippe a délocalisé Matignon pendant 3 jours dans le Cher et hier, il a visité une maison de santé et il s'est exprimé au micro de Quentin Calmet à la sortie. On l'écoute. Dans le Cher, c'est une problématique extrêmement délicate parce qu'il y a 30% de moins, un peu plus même, 30% de moins de médecins par habitant que dans la moyenne française. Et donc, pour l'ensemble des habitants, l'inquiétude de pouvoir avoir accès rapidement et dans de bonnes conditions à des soins de qualité est une inquiétude qui est permanente. Au fond, ce que montre cette maison de santé, c'est qu'il existe des éléments de solution. Quand les professionnels de santé s'entendent entre eux, quand ils pensent ensemble un projet de soins, quand une fois après avoir pensé ce projet de soins, ils peuvent s'appuyer sur des élus qui les accompagnent dans une démarche, ils peuvent créer, comme ici, une maison de santé qui est assez exemplaire, je dois dire. Patrick Bouet, on a entendu le Premier ministre, il vante ce modèle des maisons de santé. Vous, dans votre livre, vous dites que ce n'est pas du tout la solution idéale. Le gouvernement le vante à tout va, mais ce n'est pas du tout la panacée. Je vous conseille de bien lire ce que j'ai écrit. Je ne dis pas que ça n'est pas la solution idéale. Je dis que l'erreur serait de penser que ça n'est que la seule solution à la problématique de la désertification. Et que le deuxième problème, c'est aujourd'hui d'avoir une analyse de situation qui amène à créer de mini-établissements de santé avec des contraintes équivalentes à la gestion d'un établissement de santé. Que donc nous sommes tout à fait favorables au regroupement des professionnels, nous sommes tout à fait favorables à ce que se développent des maisons de santé, mais dans un contexte qui soit d'abord porté par des projets de santé, par de l'innovation, et que on ne crée pas de nouveaux carcans. La vie aujourd'hui d'un gestionnaire de maison de santé, et nous en avions quelques-uns au Conseil national il y a peu de temps qui nous expliquaient pourquoi ils allaient arrêter leur mécanisme de coordination, c'est parce qu'ils ont l'impression d'être devenus des directeurs d'établissement. Donc il faut rester dans une innovation intelligente qui consiste à créer de la flexibilité et de la capacité de coopération et pas à rigidifier. Vous dites plutôt des équipes mobiles non, je dis que tout est à prendre pourvu que ça soit basé sur un principe de fond qui est « faisons coopérer les acteurs entre eux ». Quelle est la position de l'ordre sur... à mon avis, une nécessité qui est les nouvelles infirmières, si vous voulez, les infirmières spécialisées. En fait, à mon avis, on ne va pas traiter la prise en charge de la génération du baby-boom si, avec les médecins, mais entre les infirmières qui sont bac plus 3, on n'a pas une profession à bac plus 5 qui pourrait prescrire et suivre les personnes âgées. Alors, quelle est la Patrick Bouet, puisque la question vous est posée. Mais nous, notre posture est très simple. Et d'ailleurs, nous avons probablement été, je dirais, par rapport à d'autres, un petit peu plus loin que ce que la profession elle-même n'attendait. Nous disons, nous, très clairement, oui, il y a aujourd'hui de la place pour des métiers complémentaires, mais dans un sens très précis. C'est une équipe de soins coordonnée. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas pour nous de protectionnisme du contenu métier, au-delà des compétences acquises, bien entendu, parce qu'il n'est pas question de dépasser les compétences. Mais par contre, il faut que ça ait du sens là aussi. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'équipe. Des vrais schémas finalement de territoire. Il faut réinventer l'accès aux soins dans les territoires. Il faut le réinventer. Si nous ne le réinventons pas, ce que disait M. de Carvalho tout à l'heure est vrai, nous n'affronterons pas les réalités démographiques de demain. Bernard Jomier, sur les maisons de santé, vous aviez été à l'origine d'une ouverture à Paris, d'un regroupement. Pour vous, est-ce que c'est la solution? On entend tout le temps le gouvernement vanter ce modèle des maisons de santé. Mais vous pouvez faire le parallèle avec les réorganisations hospitalières. Si vous mettez en place un GHT, un groupement hospitalier de territoire, de façon purement technocratique, vous avancez à rien. Si vous le mettez en place, ce regroupement d'hôpitaux, à partir d'une analyse des besoins de santé, d'un projet de santé de territoire, eh bien ça produit des résultats qui sont positifs. Une maison de santé, si elle naît d'un projet de santé, c'est formidable. Et c'est pour ça que ça attire les jeunes. Parce que d'abord, ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent réfléchir avec des professions différentes, pas seulement entre médecins ou entre infirmières, mais les professions se rencontrent, travaillent ensemble. Alors effectivement, ça coûte un peu d'argent. Mais oui, mais parce que la coordination et l'échange, ça coûte un peu d'argent. Jusqu'ici, on disait quoi aux médecins généralistes? Ils étaient installés dans leur coin, on leur disait « Vous allez aller à la réunion du réseau diabète le lundi soir. Puis le mardi soir, vous irez à la réunion du réseau polyarthrite. Puis le mercredi soir, vous irez... »
Puis évidemment, vous ne serez pas payé, parce que, et puis votre vie de famille, vous vous débrouillerez comme vous pourrez. Donc ces lieux sont des lieux intéressants. Maintenant, il n'y a pas une seule réponse en termes d'organisation, évidemment. Mais celle-là, il faut la prendre. Et quand des jeunes ou des moins jeunes, parce que ce qu'on voit, ce qui est très intéressant aussi dans ces MSP, c'est que souvent on voit des médecins qui sont un peu en fin d'exercice, qui créent ces nouveaux projets avec des jeunes médecins, des jeunes infirmières, des sages-femmes, etc. Et donc ce brassage produit quelque chose d'intéressant. Il faut aider à toutes ces formes de coopération parce qu'elles sont l'avenir. Et donc il faut aussi les financer. Et il faut permettre aux différents professionnels de trouver leur place. Vous parliez des infirmières de pratique avancée, puisque c'est le terme qui est retenu. Bon, effectivement, la ministre a fait une partie du chemin. On voit bien qu'il y a des résistances du côté d'un certain nombre de médecins, pas de tous les médecins non plus. C'est une profession qui est très hétérogène, comme vous le savez bien. Mais il faut absolument avancer dans ce sens-là, parce que moi, je suis convaincu que la santé de nos concitoyens, demain, elle passera par une meilleure coordination de différentes professions et une meilleure prise en compte aussi de déterminants de la santé qui ont été oubliés jusqu'ici. Professeur Rémi Salomon, justement, quelle place peut-être pour les hôpitaux dans ces différents schémas? Parce qu'on parle beaucoup des coordinations et on n'a pas concrètement comment on s'organise. Je voudrais dire un mot sur le travail d'équipe. Travailler ensemble et effectivement, la prise en charge d'un patient, elle est éminemment multidisciplinaire. Donc, à l'hôpital, c'est vrai aussi. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants, il y a des kinésithérapeutes, des diététiciens. Et je pense qu'il faut absolument... On a trop cloisonné l'hôpital entre une direction administrative qui contrôle le paramédical, un corps médical qui est mis à l'écart souvent des décisions. Et ça, je pense que en termes de gouvernance de l'hôpital, il faut revoir les choses. On peut avoir un directeur d'hôpital administratif, mais il faut que la direction médicale, les décisions, les projets, on revient aux projets médicaux, il faut qu'ils soient pensés par les gens qui font le travail et ne pas avoir l'impression que les décisions sont prises par des gens qui sont trop éloignés de l'endroit où se font les choses. Ça, je pense que c'est essentiel. Donc c'est vrai pour les maisons de santé, c'est vrai aussi dans les services à l'hôpital. Donc je crois beaucoup aux conseils de service, des endroits où on peut prendre tout le personnel du service prend la parole, participe aux décisions sur l'organisation des soins et bien évidemment remettre, comme je le disais tout à l'heure, de la circulation entre la médecine de ville et l'hôpital. On pourrait, je sais que vous l'avez abordé dans votre livre, imaginer des parcours professionnels qui puissent aussi franchir cette barrière, sans revenir forcément sur les ordonnances de 58 et la loi Debré qui a fait le CHU et donc la richesse et l'excellence du système hospitalo-universitaire français. Je pense qu'il ne faut pas casser ça. Mais on peut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer. Et effectivement, les maladies chroniques, c'est le parcours de soins dont on parle. Comment le faire mieux que de faire bouger aussi les médecins? Les médecins hospitaliers sont extraordinairement immobiles. Vous êtes nommé entre 30 et 35 ans dans un service et en général, vous y restez jusqu'à l'âge de votre retraite. Alors pour certains, ça peut convenir. Pour d'autres, ça pose problème. Plus de mobilité. Patrick Bouet, justement, dans votre ouvrage, vous dites qu'il faut décentraliser la formation des médecins, les sortir des CHU pour qu'ils aillent dans des territoires ruraux, pour qu'ils, finalement, ils voient aussi la diversité du panel et finalement, ça puisse en tenter quelques-uns de s'implanter dans les territoires. Notre discours depuis plusieurs années est de dire il faut professionnaliser les études médicales. Ça ne veut pas dire que nous pensons que les jeunes médecins sont mal formés sur le plan du contenu de leur métier, mais ils ne sont pas formés pour affronter les réalités de l'exercice de leur métier. Et aujourd'hui, donc, si nous voulons gagner dans les territoires en difficulté, si nous voulons gagner dans l'implantation des jeunes professionnels dans ces territoires dits déserts médicaux, mais qui souvent ne sont pas que des déserts médicaux, il faut que nous amenions ces jeunes à construire des projets professionnels. Et on sait que ça marche. On sait qu'à Tours, ça marche. On sait qu'à Toulouse, ça marche. On sait qu'en permettant à ces jeunes de sortir de l'établissement universitaire pour une partie de leur cursus de professionnalisation, ils vont connaître, ils vont apprendre leur territoire et finalement, ils vont construire un projet professionnel de territoire. Mais ça ne se fera pas sans que les acteurs politiques locaux y participent pour permettre de mener son projet personnel de vie en même temps. Ça ne fonctionnera pas si les études elles-mêmes médicales n'évoluent pas. Une des grandes erreurs qui depuis 40 ans guide les plus de 40 plans différents qu'il y a eu en matière d'économie de la santé, c'est qu'on a toujours pensé santé d'un côté, formation de l'autre.
on ne les a jamais pensés comme étant l'un générateur. On a entendu, vous prônez une revisite globale du système. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous pouvez retrouver On va plus loin, présenté par Delphine Girard. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.